Alors la guerre froide, on a dit c'est un duel virtuel ou par procuration, mais en même temps c'est quand même une affaire politique, mais aussi une affaire idéologique. Et donc la guerre est quelque part la poursuite de la politique par d'autres moyens. Tout de même, ici on n'en a pas encore parlé, et pourtant c'est la définition de base de la guerre selon Clausewitz. Alors, poursuite de la politique, parce que la guerre du Vietnam, eh bien, c'est l'occasion d'une intense activité diplomatique. La guerre du Vietnam, pardon, pas la guerre du Vietnam, je reprends ce que je disais. La guerre froide, c'est un moment d'intense activité diplomatique. Un moment d'intense activité diplomatique parce que pendant toute la guerre froide, il y a eu quantité de rencontres, de traités, de négociations, de discussions entre les États-Unis et l'URSS. On était en froid, mais ça n'empêche que la plupart des présidents américains ont rencontré la plupart des secrétaires généraux du Parti communiste soviétique de façon à organiser des traités. Alors les accords SALT, par exemple, c'était un accord pour que chacun s'engage à limiter la course aux armements, à limiter son nombre d'ogives nucléaires. Le traité de Washington sur les forces nucléaires à de portée intermédiaire vise là aussi à limiter l'accumulation des armes. Les accords START ici visent là à réduire le nombre d'armes nucléaires d'un côté comme de l'autre. Donc on s'entend, on discute, on négocie, et ça montre que la guerre froide est bien la poursuite de la politique. Par d'autres moyens, on discute de façon à garantir la parité. On discute aussi des territoires qui sont l'enjeu. En fait, il y a eu des rencontres pour se partager le monde, un partage du monde qui a été accepté en fait des deux côtés. Alors ça a commencé à Téhéran en 1943, puis à Yalta, puis à Potsdam. Alors à ces moments-là, on ne s'est pas partagé le monde avec une carte sur laquelle on aurait tiré des traits, mais on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Et on a clarifié le fait que le monde avait vocation à être divisé en deux blocs, en fait, entre l'URSS et les États-Unis, le bloc dominé par les soviétiques, le bloc dominé par les Américains. Et ce qu'on constate, donc divisé en deux blocs, c'est que le partage a été assez bien respecté pendant la plupart du temps de la guerre froide. Ce partage a été relativement respecté, on le constate par exemple en Grèce en 1949, il y a une guerre civile, eh bien les soviétiques n'interviennent pas parce que la Grèce fait partie du bloc occidental, c'est un problème interne. Et pourtant il y avait des communistes qui se battaient en Grèce, ils auraient pu intervenir pour soutenir les communistes. Les Occidentaux n'interviennent pas à Berlin lorsqu'il y a des émeutes contre le Parti communiste au pouvoir en 1953. Ils n'interviennent pas non plus lorsque les soviétiques construisent le mur de Berlin en 1961. Les occidentaux n'interviennent pas lorsque les soviétiques répriment l'expérience libérale qui est menée à Budapest en Hongrie en 1956 ou lorsqu'ils répriment l'autre expérience libérale à Prague en Tchécoslovaquie en 1968. Les soviétiques n'interviennent pas lorsque les États-Unis organisent un coup d'État au Chili en 1973, parce qu'on est là dans la sphère d'influence des États-Unis. Les États-Unis n'interviennent pas lorsque les soviétiques interviennent en Afghanistan en 1979. Donc on se rend compte que, d'une certaine façon, l'autonomie de chaque bloc est à peu près respectée par l'un et par l'autre. Les États-Unis n'interviennent pas lorsqu'il y a un problème interne au bloc soviétique, les soviétiques n'interviennent pas lorsqu'il y a un problème interne au bloc américain. En fait, quand il y a eu des crises, c'est parce qu'on était sur des zones d'incertitude, sur des lieux dont on n'était pas sûr de savoir s'ils étaient aux soviétiques ou aux Américains. Alors, c'est le cas, par exemple, de Berlin avant 1949. En 1949, les choses sont claires. On a partagé, il y a deux Allemagnes, une Allemagne de l'Est, une Allemagne de l'Ouest. Mais avant 1949, le statut de Berlin est incertain. Et c'est le blocus de Berlin organisé par Staline. Et là, on est passé assez près d'une aggravation très forte de la guerre froide. C'est le cas de la guerre de Corée. La Corée, le statut des deux Corées n'avait pas été fixé au lendemain de la guerre, donc c'est encore un espace d'incertitude. C'est le cas pour Cuba. Cuba était
un pays sous contrôle américain, mais Cuba fait sa révolution en 1959, c'est une guérilla communiste qui prend le pouvoir sous la direction de Fidel Castro, et donc Cuba devient un pays communiste, sans que l'URSS y soit pour grand-chose. Mais à partir du moment où c'est un pays communiste si près des États-Unis, là, ça devient un danger pour les États-Unis. Alors, est-ce qu'on l'intègre au bloc soviétique ou est-ce qu'on laisse les Américains reprendre le pouvoir à Cuba? Eh bien, c'est parce qu'il y avait cette incertitude qu'il y a eu des tensions à Cuba. En fait, les moments de tension, ce sont des moments où on a remis en cause l'ordre, l'accord tacite qu'il y avait de se partager le monde en deux. Ces remises en cause, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce sont les principales crises de la guerre froide, mais d'une manière générale, eh bien, on a évité de s'affronter lorsqu'il y avait des problèmes internes à chaque bloc. Cette activité politique est aussi une activité idéologique. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que la guerre froide, c'est d'abord, en fait, et avant tout, une guerre idéologique. Guerre idéologique parce que c'est l'opposition entre deux modèles de société. Deux modèles de société, le modèle de la démocratie libérale et du capitalisme aux États-Unis, le modèle de l'organisation d'une économie socialiste en URSS et du parti unique de façon à garantir, affirment les tenants de ce système, à garantir que la mise en œuvre du système communiste pourra bien se faire. Cette rivalité de ces deux modèles se développe d'autant plus que le monde est à reconstruire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les deux modèles souhaitent s'imposer chacun au reste du monde. Et là, on ne peut pas dire que ce sont des objectifs limités. On n'est pas dans une guerre limitée. Ce sont des objectifs absolus qui impliquent l'anéantissement de l'autre. On veut imposer son modèle contre l'autre modèle. L'autre modèle, c'est un ennemi qu'il faut anéantir. Ça implique une guerre absolue. Mais une guerre absolue qui n'est pas nécessairement violente. On ne recourt pas à la violence directe entre États-Unis et URSS. Donc là, c'est la différence avec Clausewitz. En fait, l'outil principal, c'est la propagande, puisque c'est une guerre idéologique. On va utiliser les arts, la culture en général, pour promouvoir chaque modèle. Alors, c'est le cas des comics aux États-Unis, hein, Captain America, vous voyez que ça s'adresse aux enfants. Hein. Il s'agit là clairement d'une propagande anticommuniste, et c'est même explicitement affirmé parfois, notamment sur cette couverture. L'URSS, elle aussi, développe toute une propagande à la gloire de ses réussites, notamment de ses réussites en matière de conquête spatiale. Et puis, cette propagande se fait aussi par des discours. C'est le cas lorsque Kennedy va à Berlin en 1961. Et la première chose qu'il va voir, c'est bien sûr le mur de Berlin qu'on vient de construire en août 61. Et que dit Kennedy devant ce mur? Eh bien, il tient un discours très célèbre, dans lequel il explique que, certes, notre modèle américain n'est pas idéal, n'est pas parfait, mais au moins nous n'avons pas eu besoin de construire un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Ce mur est la preuve de l'échec du système communiste. Et la liberté est de notre côté. La liberté est à Berlin-Ouest. Les habitants de Berlin-Ouest sont des hommes libres, et en tant qu'homme libre, moi je me considère comme un Berlinois. Ich bin ein Berliner, hein, je suis un Berlinois. C'est une façon de dire que les États-Unis tiennent à Berlin et que Berlin est tout un symbole, le symbole de l'échec du communisme et de la réussite du modèle américain. On est là dans un discours de propagande, bien évidemment. On saisit toutes les occasions, en fait, pour faire de la propagande. On est dans une mobilisation des esprits, une mobilisation permanente des esprits. Et là, il faut voir ce document cinématographique qui a été fait aux États-Unis dans les années 50, qui s'intitule Duck and Cover. Duck and Cover, ça veut dire jetez-vous la tête en avant comme un canard, hein, baissez la tête, duck, et couvrez-vous la tête. Et c'est un dessin animé à destination des enfants pour qu'ils apprennent à se protéger
en cas de bombe atomique. En cas de bombe atomique, eh bien, il y a une solution, c'est duck and cover, vous êtes protégé, regardez la vidéo et vous constaterez que, même si ça peut paraître un peu bizarre de se protéger comme ça contre une bombe atomique, c'est ce qu'on affirmait. Et on fait des entraînements dans les écoles. Donc il y a une mobilisation permanente des esprits, on fait régner une atmosphère de préparation de guerre. C'est une préoccupation de tous les jours. En URSS, on organise bien sûr des défilés spectaculaires pour là aussi faire régner cette atmosphère de préparation de la guerre. En fait, on n'est pas dans des États en guerre. Les États-Unis et l'URSS ne sont pas en guerre. Mais on est dans ce qu'on peut appeler des sociétés guerrières, des sociétés qui sont organisées pour faire la guerre, des sociétés qui vivent en se préoccupant avant tout de la guerre. C'est ça, des sociétés guerrières. C'est un domaine qui n'a pas été exploré par Clausewitz. Et en fait, entre 1947 et 1991, donc le temps de la guerre froide, tous les conflits du monde sont interprétés selon le schéma imposé par l'affrontement Est-Ouest. Tous les conflits du monde sont considérés comme un affrontement États-Unis contre URSS, un affrontement indirect. Il y a un camp soutenu par les Américains, l'autre soutenu par l'URSS, et on a tendance à penser qu'en fait, la seule source des problèmes du monde et des guerres, c'est cette rivalité entre les deux modèles, Est et Ouest. En fait, on n'est pas vraiment dans un duel interétatique tel que le décrit Clausewitz, c'est un autre modèle, le modèle de la rivalité de deux modèles idéologiques qui s'affrontent. Alors, cette rivalité de deux modèles idéologiques, cette logique de guerre périphérique, ce n'est donc pas le duel interétatique théorisé par Clausewitz. Mais une fois que la guerre froide est finie,